Élodie Beaumont avait un jour qualifié Lucas Moreau de la plus coûteuse erreur de sa vie. Un père célibataire qui n'avait rien à faire près de la salle du conseil d'un empire de 900 millions d'euros. Elle avait déchiré son contrat devant tout le conseil d'administration, ordonné à la sécurité de l'escorter hors de l'immeuble et lui avait dit de ne jamais revenir. Quelques jours plus tard, alors que le groupe Beaumont Système basculait au bord d'une trahison déguisée en opération de sauvetage, sa dernière lettre fut ouverte devant les mêmes personnes qui l'avaient en vue se faire jeter dehors. À l'intérieur, il n'y avait ni excuse ni supplique. Il y avait un code, un ensemble de preuves, et une clause enfouie dans un vieux contrat qui pouvait encore sauver l'empire qu'elle était sur le point de perdre. La salle au sommet de la tour Beaumont avait des murs de verre qui transformèrent la ville en un miroir noir une fois le soleil disparu. Ce soir-là, le conseil s'était réuni pour finaliser ce qu'ils appelaient une restructuration. Personne dans la pièce n'utilisait à voix haute le mot sauvetage. Lucas Moreau entra vêtu de la même veste usée qu'il portait toujours, un sac en toile au bord défraîchi à la main, l'air d'un homme qui avait dormi 4 heures et qui en dormirait encore 4 ce soir-là. Quelque part de l'autre côté de Paris, une petite fille de 9 ans l'attendait pour rentrer avant de se réveiller. Il n'avait pas sa place parmi les costumes sur mesure et les noms de famille gravés sur des plaques de laiton, et tout le monde dans cette salle semblait déterminé à le lui rappeler du regard avant même qu'un mot ne soit prononcé. Maxime Lefort fit glisser une enveloppe sur la table, un package de départ accompagné d'un accord de confidentialité, et sourit de cette façon que les hommes ont quand ils savent déjà qu'ils ont gagné. Élodie se tenait debout à la tête de la table, dans un tailleur anthracite qui lui collait à la peau comme une armure. Quand elle parla, sa voix avait ce calme plat et travaillé de quelqu'un qui avait répété la cruauté jusqu'à ce qu'elle ressemble à du professionnalisme. Elle dit à l'Assemblée que Beaumont ne pouvait plus se permettre de payer l'orgueil d'un homme qui ne comprenait pas sa place, et elle le traita d'erreur. L'entreprise était enfin en train de se corriger. Lucas ne prit pas le stylo. Il la regarda longuement, de ce regard qui pèse plus lourd qu'une discussion, et lui demanda si elle était certaine de vouloir le traiter d'erreur, avant d'avoir lu tout ce qu'il s'apprêtait à laisser derrière lui. Elle ne répondit pas à cette question parce qu'elle avait déjà décidé que la conversation était terminée, et elle demanda à la sécurité de l'escorter dehors, avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Il posa une simple enveloppe grise sur la table sans élever la voix, lui dit que c'était sa dernière lettre à Beaumont, et se dirigea vers l'ascenseur sans attendre de voir si quelqu'un l'ouvrirait. Personne ne le fit. Maxime la glissa sous un dossier comme s'il ne s'agissait de rien, et Claire Dufour, la conseillère juridique interne, observa l'échange depuis sa place avec une immobilité qui suggérait qu'elle avait remarqué quelque chose que les autres avaient manqué. Alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent dans le dos de Lucas, l'écran central des opérations, le long du mur du fond, clignota et s'alluma d'un avertissement qui n'était plus apparu depuis des années. Une phrase qui disait « Protocole de transfert méridien initié ». Personne dans cette salle de conseil ne comprenait encore ce que ces mots allaient leur coûter. En bas, dans le hall, Lucas s'arrêta un instant sous la lumière froide de l'atrium, écoutant le faible bourdonnement de l'immeuble qu'il avait passé 2 ans à protéger en silence, et s'accorda exactement une respiration de frustration avant de la chasser entièrement. Ce n'était pas un homme qui s'attardait longtemps dans l'amertume, surtout parce que l'amertume était un luxe qu'un père célibataire pouvait rarement s'offrir, et surtout parce qu'il avait déjà décidé des semaines plus tôt que si Beaumont choisissait l'orgueil plutôt que la vérité, les conséquences de ce choix n'étaient plus de son ressort. Il appela l'école de sa fille en sortant, confirma qu'une voisine de confiance irait la chercher à l'heure, et s'éloigna dans l'air du soir sans une seule fois se retourner vers la tour qui s'élevait derrière lui. Ce qu'aucun des dirigeants d'en haut ne comprenait en reprenant leur conversation de célébration autour de l'arrivée de l'offre Voss Méridien, c'est que le système même qui maintenait en vie leur entreprise de 900 millions d'euros dépendait désormais entièrement d'un homme qu'ils venaient d'humilier et de jeter. 2 ans plus tôt, Lucas Moreau avait été engagé par Hélène Beaumont elle-même, la mère d'Élodie, comme conseiller technique extérieur sans titre officiel et avec une confiance inhabituelle. À l'époque, la plateforme logistique de l'entreprise était vaste, mais rongée de fractures silencieuses, de celles qui n'apparaissent jamais avant le pire moment. Si le système central venait à défaillir, des centaines d'entrepôts, de terminaux portuaires et d'installations frigorifiques à travers la France s'arrêteraient en quelques heures. 1967. Lucas n'était pas le genre d'ingénieur qui exhibait son intelligence pour un public. C'était celui qui remarquait une seule ligne de code qui se répétait, un signal de routage qui dérivait de quelques degrés hors de sa trajectoire prévue,
ou une clause opérationnelle capable de verrouiller tout un réseau au moment précis d'une crise. Et il corrigeait ces choses en silence, sans jamais réclamer de crédit. Hélène lui faisait confiance parce qu'il lui disait des vérités inconfortables plutôt que des mensonges rassurants, et parce qu'il n'avait jamais tenté de transformer cette confiance en plus d'argent ou en un titre plus important. Lucas élevait sa fille seul, et le seul aperçu que quiconque avait jamais eu de cette vie était un court appel téléphonique qu'il prenait vers minuit dans un couloir vide, lui promettant qu'il serait rentré avant qu'elle se réveille. Un petit détail qui en disait long sur l'homme sans transformer l'histoire en quelque chose qu'elle n'avait pas besoin d'être. Hélène Beaumont l'avait trouvé presque par hasard, après qu'un plus petit opérateur de logistique l'avait recommandé pour une panne de routage que personne d'autre dans le secteur n'avait réussi à diagnostiquer. En un seul après-midi, il avait remonté la faille jusqu'à une décision prise des années plus tôt par un ingénieur qui n'était plus là. Elle l'avait regardé expliquer le problème sans jamais mentionner sa propre compétence, sans gonfler la difficulté de la réparation pour se rendre indispensable. Et elle avait décidé sur le champ que c'était le genre de personne qu'elle voulait voir protéger tranquillement l'entreprise longtemps après qu'elle ne serait plus là. Au cours des mois suivants, Lucas avait mis au jour une douzaine de faiblesses plus petites, enfouies dans des systèmes que tout le monde croyait stables, en corrigeant la plupart sans jamais facturer les heures supplémentaires, parce qu'il mesurait sa propre valeur à la capacité des entrepôts à continuer de tourner plutôt qu'au bruit qu'il faisait autour de ses contributions. Hélène avait commencé à l'inviter dans des sessions stratégiques privées dont Maxime et le reste de l'équipe financière n'étaient jamais informés. Des sessions où elle lui demandait clairement ce qui pourrait détruire l'entreprise de l'intérieur plutôt que ce qui pourrait la faire croître de l'extérieur. C'est au cours de l'une de ces sessions qu'elle avait évoqué pour la première fois l'idée d'une sauvegarde cachée, une seule clause inscrite dans son contrat de conseil qui lui permettrait d'agir unilatéralement si les propres systèmes de l'entreprise étaient jamais retournés contre elle par quelqu'un assis à l'intérieur du bâtiment plutôt qu'à l'extérieur. Quand Hélène était décédée, Élodie avait hérité de l'entreprise avec une montagne de dettes, un conseil plein d'actionnaires impatients et un directeur financier qui avait appris exactement comment contourner une nouvelle dirigeante en deuil. Maxime Lefort n'avait jamais aimé Lucas, surtout parce que Lucas continuait de trouver des irrégularités enfouies dans les rapports financiers et les journaux d'exploitation que Maxime aurait préféré voir rester enfouis. Lucas avait prévenu Élodie des mois plus tôt que quelqu'un était en train de construire discrètement une porte dérobée dans le protocole de transfert de données de Beaumont, un chemin caché qui pourrait remettre le contrôle opérationnel à une partie extérieure s'il était jamais déclenché. Et Élodie, épuisée et méfiante envers tous ceux qui prétendaient d'art mieux savoir qu'elle, avait supposé qu'il exagérait le danger pour rester pertinent. Maxime s'était emparé de ce doute comme d'une lame et l'avait affûté, nourrissant Élodie juste assez de preuves fabriquées pour transformer son scepticisme en mépris. À partir de ce seul malentendu, des mois de ressentiment avaient grandi, jusqu'à ce que l'homme qui avait tranquillement empêché les fondations de l'entreprise de s'effondrer devienne, dans l'esprit d'Élodie, la source même de tout ce qui n'allait pas. Dans le présent, le groupe Beaumont était poussé vers un précipice déguisé en planche de salut. L'entreprise avait besoin de capitaux frais pour éviter de perdre le contrôle face à ses créanciers. Et Maxime avait proposé de vendre une participation significative à Capital Méridien Voss, un fonds contrôlé par un milliardaire nommé Édouard Voss, qui avait la réputation d'arriver en sauveur et de repartir en propriétaire. Sur le papier, l'accord ressemblait à un salut, avec Voss promettant des financements frais, promettant qu'Élodie resterait directrice générale et promettant une expansion internationale dans l'année. Enfouie dans le contrat, cependant, se trouvait une seule clause qui transformait tout l'arrangement en piège, stipulant que si les systèmes opérationnels de Beaumont subissaient une défaillance dans les 72 heures et 72 heures suivant la signature, Capital Méridien Voss obtiendrait le droit d'acheter des actions de contrôle à un prix fortement réduit. Maxime avait déjà commencé à préparer cette défaillance lui-même, activant discrètement le très protocole de transfert méridien dont Lucas l'avait prévenu des mois auparavant, un système hérité lié au droit de routage des données qui pouvait verrouiller le propre réseau de Beaumont contre lui-même. Quand Lucas avait découvert le plan juste avant d'être limogé, il avait tenté une dernière fois d'avertir Élodie. Mais Maxime avait produit des journaux falsifiés suggérant que c'était Lucas lui-même qui interférait avec le système. Et sous la pression d'un conseil nerveux, Élodie avait choisi de croire la version qui lui permettait de cesser complètement de s'inquiéter de lui. C'est pourquoi sa dernière lettre n'avait jamais été une lettre d'amour, jamais une supplique pour être rappelée, mais un ensemble d'instructions d'urgence accompagnées de preuves techniques, d'un code de récupération
et d'une disposition légale qu'Hélène Beaumont avait secrètement signée avec lui des années avant que quiconque d'autre dans la pièce ne sache qu'elle existait. Parce que l'orgueil d'Élodie ne lui permettait pas d'ouvrir une enveloppe d'un homme qu'elle venait d'humilier, elle l'avait laissée intacte sur la table de la salle de conseil, tandis que le compte à rebours que Maxime avait orchestré continuait en silence. Le lendemain matin, les premiers vrais dégâts arrivèrent. Les entrepôts frigorifiques de Marseille perdirent la capacité d'émettre des ordres d'expédition. Les horaires de conteneurs se figèrent au port du Havre, et le centre de coordination de Lyon perdit entièrement l'accès à ses propres données de routage. Chaque heure qui passait coûtait des millions d'euros à Beaumont et érodait la confiance de partenaires qui avaient construit leur propre chaîne d'approvisionnement autour des promesses de l'entreprise. Maxime, feignant la panique devant le conseil, suggéra d'annoncer publiquement qu'un ancien conseiller aigri avait saboté le réseau, préparant déjà les papiers pour accuser formellement Lucas avant que quiconque puisse poser des questions plus profondes. Claire Dufour fut la première à se souvenir de l'enveloppe que Lucas avait laissée derrière lui, se rappelant les mots exacts qu'il avait prononcés en sortant. Qu'Élodie devrait la lire avant de signer quoi que ce soit avec Capital Méridien Voss. Élodie résista d'abord, certaine que Lucas tentait de manipuler ses émotions à distance, s'accrochant à l'image qu'elle avait de lui comme d'un homme qui en voulait d'avoir perdu sa place et voulait un dernier moment de pertinence. Mais la crise s'approfondissait d'heure en heure. Les partenaires menaçaient d'annuler des contrats de longue date, et les actionnaires la pressaient de signer immédiatement avec Édouard Voss, juste pour arrêter l'hémorragie financière. Avec Maxime répétant encore et encore la même phrase, lui disant qu'il ne lui restait plus de choix, Élodie prit un stylo pour accepter les conditions supplémentaires que Voss avait proposées. La main ferme de quelqu'un habitué à signer pour évacuer les problèmes, quand l'écran de la salle de conseil clignota d'une vieille ligne de texte qui n'appartenait pas du tout à l'interface actuelle, disant simplement que si Méridien se verrouillait, elle devait ouvrir la dernière lettre de Moreau. Toute la pièce tomba dans le silence. Elle regarda l'enveloppe grise, toujours intacte au bout de la table, et pour la première fois depuis la réunion où elle l'avait traité d'erreur, sa main hésita au-dessus du papier devant elle. Elle déchira l'enveloppe devant Claire, l'équipe technique et plusieurs membres du conseil qui s'étaient rassemblés pour regarder la crise se dérouler en temps réel. À l'intérieur se trouvait une lettre de la propre écriture de Lucas, une petite clé de données scellée dans du plastique, et une première ligne qui disait simplement que si elle lisait ceci, cela signifiait que Maxime avait déjà commencé à vendre Beaumont de l'intérieur. Sa voix, froide au début, ralentit à chaque phrase qu'elle lut à voix haute, et la pièce qui avait été prête à blâmer un conseiller licencié pour leur malheur devint plus silencieuse à chaque nouvelle révélation. Lucas expliquait qu'il n'avait pas quitté l'entreprise parce que son orgueil avait été blessé, mais parce que rester aurait donné à Maxime exactement l'ouverture juridique dont il avait besoin pour le faire passer pour un saboteur une fois que le vrai sabotage commencerait. Il avait soupçonné depuis des semaines que Maxime déclencherait le protocole de transfert méridien au moment précis où Élodie serait sous assez de pression pour signer le contrôle sans poser de questions. Dans un langage soigneux et sans précipitation, il exposait exactement ce qui arrivait à l'entreprise qu'elle croyait comprendre complètement. La lettre expliquait 3 choses assez clairement pour que même un conseil effrayé ne puisse pas les mal interpréter. Le protocole de transfert méridien n'avait jamais été une défaillance système, mais un outil délibéré pour transférer le contrôle des données à une partie extérieure, déguisé en glitch hérité de routine. Maxime avait altéré les rapports internes pour faire apparaître Lucas comme responsable de vulnérabilité qu'il avait en réalité passé des années à corriger discrètement. Hélène Beaumont, des années plus tôt, avait signé une clause privée accordant à Lucas l'autorité d'activer quelque chose appelé le contournement Moreau, une sauvegarde destinée à empêcher les systèmes de l'entreprise de tomber entre les mains d'un tiers si elle était jamais attaquée de l'intérieur. Ce qui rendait la lettre plus dure que n'importe quelle accusation, c'était le ton que Lucas utilisait tout du long, calme et sans ressentiment, rappelant à Élodie que sa mère avait cru que l'entreprise devait être protégée par la vérité plutôt que par la réputation, et lui disant clairement qu'il n'avait pas besoin de sa sympathie, seulement de sa volonté de vérifier les données par elle-même. Scellée à l'intérieur de la petite clé de données se trouvait une sauvegarde des journaux d'accès, une correspondance chiffrée liée à Maxime et une carte complète du protocole de récupération. Le tout préservé par Thomas Bertrand, un vieil ami de Lucas et un ancien ingénieur de sécurité, qui l'avait aidé à tout copier avant que son accès au réseau ne soit entièrement coupé. En parcourant les pages, Élodie commença à comprendre que l'homme qu'elle venait de traiter d'erreur devant tout le conseil avait discrètement laissé derrière lui le seul chemin capable de sauver l'entreprise qui portait le nom de sa famille. La dernière page de la lettre la frappa le plus fort,
là où Lucas avait écrit que si elle croyait encore qu'il était une erreur, elle devait utiliser cette erreur une dernière fois. Entrer le code imprimé sous sa signature et sauver Beaumont avec. Sous ces mots se trouvait un long code de récupération écrit de sa propre écriture ferme, attendant quelqu'un enfin prêt à lui faire confiance. Quand Élodie ordonna à son équipe technique de commencer à entrer le code de récupération de Lucas, Maxime s'y opposa immédiatement, insistant sur le fait qu'il était imprudent de se fier à des instructions laissées par un homme que l'entreprise avait déjà licencié pour faute. Il avertit que si le système subissait de nouveaux dommages, la responsabilité retomberait entièrement sur elle. Et pendant un moment, sa voix porta assez d'autorité pour faire bouger mal à l'aise plusieurs membres du conseil sur leur siège. Claire Dufour l'interrompit d'une simple question, demandant comment il pouvait être si certain que le code était dangereux, alors que personne dans la pièce n'avait ouvert le fichier jusqu'à il y a quelques minutes. Et la question atterrit comme une petite fissure qui s'étendait à travers une vitre. Élodie étudia Maxime de près pour la première fois depuis des mois, remarquant le mince vernis de panique sous son vernis habituel, un regard qu'elle ne lui avait jamais associé auparavant. L'équipe technique entra le premier segment du code et, plutôt que de causer de nouveaux dommages, il déverrouilla un journal caché montrant des accès répétés tard dans la nuit, depuis l'un des propres identifiants seniors de Maxime, chacun remontant à un serveur secondaire lié directement à Capital Méridien Voss. Maxime insista que son compte avait été compromis par quelqu'un d'autre. Mais les données enfouies dans la lettre de Lucas allaient plus loin que les seuls enregistrements de connexion, incluant le suivi de localisation interne, des eurodatages précis et des enregistrements d'authentification biométrique qui ne laissaient aucune place à un simple cas d'identifiant volé. Édouard Voss rejoignit la réunion par vidéo depuis quelque part bien plus confortable qu'une crise, offrant des mots préoccupés sur la stabilité de l'entreprise et exhortant Élodie à signer l'accord immédiatement pour éviter ce qu'il appelait des pertes supplémentaires inutiles. Pour la première fois, Élodie comprit clairement que Voss n'était jamais venu pour sauver Beaumont, mais avait simplement attendu qu'il tombe pour pouvoir acheter les décombres à une fraction de sa valeur. Maxime déplaça son attaque directement vers Lucas, rappelant à la pièce qu'un père célibataire avec des pressions financières à la maison avait toutes les raisons de vendre des données sensibles aux plus offrants, et Élodie sentit l'ancien doute menacer de revenir. Claire ouvrit la section suivante de l'annexe de la lettre avant que ce doute ne puisse prendre le dessus, révélant que Lucas avait discrètement refusé un paiement substantiel de Voss 6 mois plus tôt. Un détail qui retourna entièrement l'accusation contre l'homme qui l'avait formulée. Claire guida le conseil à travers le refus dans le détail, montrant un échange daté dans lequel un représentant de Capital Méridien Voss avait offert à Lucas des honoraires de conseil privé plus importants que tout ce que Beaumont lui-même lui avait jamais payé, présenté comme une compensation pour simplement rester silencieux sur les vulnérabilités qu'il avait découvertes. Sa réponse écrite, préservée dans la même annexe, déclinait l'offre en un seul paragraphe sans émotion, déclarant seulement que son obligation appartenait aux gens dont les emplois dépendaient et du bon fonctionnement de la plateforme, pas à celui qui se trouvait à payer le plus gros chiffre cette semaine-là. Plusieurs membres du conseil, qui avaient y passé la matinée prêts à croire la version de Maxime, restaient maintenant avec la réalisation inconfortable qu'ils avaient jugé le caractère d'un homme sur rien d'autre que sa veste et sa manière discrète, tandis que la personne en costume, sur mesure de l'autre côté de la table, avait vendu l'entreprise derrière un sourire pendant tout ce temps. Édouard Voss, toujours connecté par vidéo, tenta d'intervenir en disant que l'échange avait été sorti de son contexte, mais Claire joua simplement l'enregistrement complet sans une seule remarque ajoutée, laissant sa propre voix enregistrée faire l'argument qu'aucun avocat ne pourrait défaire ensuite. Ce seul élément de preuve renversa complètement la dynamique dans la pièce, prouvant que Lucas n'avait jamais été celui qui vendait Beaumont, mais avait discrètement résisté exactement à cette issue, longtemps avant que quiconque d'autre dans le bâtiment comprenne ce qui se passait. Élodie ordonna que l'accès système de Maxime soit immédiatement gelé, mais il avait déjà déclenché la phase de verrouillage finale de la séquence méridien avant que ses identifiants ne soient coupés. Un compte à rebours apparut sur chaque écran du centre d'opération. 43 minutes restantes avant que l'autorité de routage principale ne soit transférée définitivement à un serveur de secours sous le contrôle de Voss. Et si cette horloge atteignait 0, Beaumont perdrait entièrement ses données opérationnelles et serait forcée dans une vente dont elle ne pourrait jamais se remettre. La pièce, qui quelques instants plus tôt se disputait encore sur la faute, se mit maintenant en mouvement avec l'urgence serrée et silencieuse de gens qui comprenaient exactement ce qui était en jeu. Élodie essaya d'appeler Lucas directement, mais son téléphone sonna sans réponse,
parce qu'il l'avait éteint après avoir quitté la ville pour emmener sa fille quelque part en sécurité, loin de la tempête juridique que Maxime pourrait encore tenter de lui coller. Thomas Bertrand, debout près du plancher des opérations avec sa propre copie des fichiers, admit que même lui ne savait pas exactement où Lucas était allé, seulement que son ami avait laissé toutes les instructions dont ils auraient eu besoin à l'intérieur de la lettre elle-même. C'était le détail qui rendait l'histoire honnête plutôt que pratique, parce que Lucas n'apparaissait pas au dernier moment comme un héros sans défaut arrivant à la rescousse. Il avait sauvé l'entreprise par l'intelligence, la préparation et le respect de soi silencieux, même si la femme qui dépendait maintenant de ses instructions l'avait humilié quelques jours plus tôt devant des gens qui n'avaient aucun droit de le juger. La lettre guida l'équipe à travers chaque étape avec une précision soigneuse, isolant les serveurs frigorifiques, coupant le chemin réservé à Voss, restaurant une sauvegarde propre des données opérationnelles, et enfin activant le contournement Moreau lui-même. Une étape, cependant, exigeait quelque chose qu'aucun fichier ne pouvait fournir. Un code de confirmation en direct lié à l'autorité héritée d'Élodie en tant que tête de la famille Beaumont, ce qui signifiait qu'elle seule devait être celle qui terminait ce que Lucas avait commencé. Sa main trembla au-dessus du terminal d'une façon qu'elle n'avait jamais eue pendant des années de décisions confiantes en salle de conseil. Parce que pour la première fois, elle comprenait exactement ce que Lucas avait essayé de lui dire bien avant que tout cela ne commence. Que le pouvoir n'avait jamais été de donner des ordres à distance, mais d'être prêt à porter le poids quand tout menaçait de s'effondrer. Maxime, bloqué hors du système mais pas encore entièrement exposé, envoya des messages frénétiques à une poignée de membres du conseil, les avertissant qu'Élodie détruisait l'entreprise en faisant confiance au code d'un homme qu'il appelait un traître. Quelques actionnaires effrayés la pressèrent d'arrêter immédiatement et de simplement signer avec Voss avant que le compte à rebours n'atteigne 0, leur voix mince de panique tandis que les minutes s'écoulaient sur chaque écran autour d'eux. Élodie regarda la lettre entre ses mains, se souvenant des mots exacts qu'elle avait utilisés quelques jours plus tôt en traitant l'homme qui l'avait écrite d'erreur. Et puis, sans un mot de plus à la pièce, elle entra le code final. Les lumières du plancher des opérations s'assombrirent pendant quelques secondes, tandis que le système absorbait le changement, et toute la pièce retint son souffle dans un silence plus lourd que tout ce qui avait été dit dans la salle de conseil les jours précédents. Quand les écrans reprirent vie, une seule ligne de texte apparut sur chaque moniteur de l'immeuble, confirmant que le contournement Moreau avait été accepté et que les systèmes centraux de Beaumont étaient restaurés. Les entrepôts se reconnectèrent d'abord, suivis des horaires de conteneurs figés au Havre, et enfin les données de routage de Lyon se reconnectèrent à leurs serveurs appropriés, restaurant les opérations de l'entreprise pièce par pièce. Le soulagement traversa le bâtiment comme un souffle longtemps retenu enfin relâché. Mais la crise juridique qui entourait l'entreprise était loin d'être terminée, parce qu'Édouard Voss affirma immédiatement qu'Élodie avait violé les termes de leur accord préliminaire et menaça de poursuivre Beaumont pour ce qu'il appelait une interruption non autorisée. Maxime, bien que gelé hors du système, n'avait toujours pas été formellement exposé devant le conseil complet de l'entreprise, et il s'accrochait à l'espoir que son rôle dans le sabotage puisse rester caché derrière une confusion technique. C'est exactement à ce moment que Thomas Bertrand arriva à la tour Beaumont, portant une deuxième couche de preuves que Lucas lui avait discrètement confiée des mois plus tôt, insistant sur le fait que Lucas n'avait jamais attendu d'Élodie qu'elle fasse confiance à la lettre sur la seule foi. L'enregistrement que Thomas produisit captura une conversation privée entre Maxime et un représentant de Capital Méridien Voss, dans laquelle Maxime admettait ouvertement avoir orchestré la défaillance du système, spécifiquement pour forcer Beaumont à vendre des actions de contrôle à prix réduit. Dans ce même enregistrement, Maxime se référait à Élodie comme à une héritière facile à contrôler, parce qu'elle craignait plus de perdre la face que de perdre l'entreprise elle-même. Une ligne qui frappa directement chaque insécurité qu'elle avait passé des années à essayer de cacher. Claire Dufour exigea immédiatement que le conseil suspende toutes les négociations restantes avec Capital Méridien Voss. Un conseil juridique extérieur fut amené dans l'heure pour formaliser la position de l'entreprise avant que quoi que ce soit d'autre puisse être signé. Maxime, acculé de tous côtés par des preuves qu'il ne pouvait plus expliquer, n'avait plus nulle part où se replier. Élodie réalisa à ce moment-là qu'elle ne voulait plus sauver l'entreprise seule. Elle voulait arranger les choses avec l'homme dont l'avertissement elle avait ignoré. Bien que Thomas lui rappelât clairement que Lucas n'avait jamais laissé cette lettre derrière lui en espérant de la gratitude en retour. Lucas avait fait ce qu'il avait fait parce qu'Hélène Beaumont l'avait un jour traité avec une équité qu'il n'avait jamais oubliée, et parce qu'il refusait de laisser des milliers d'employés ordinaires perdre leur travail à cause d'une trahison orchestrée par des hommes qui n'auraient jamais à en affronter les conséquences eux-mêmes.
Ce rappel blessa Élodie plus que n'importe quelle accusation que Maxime lui avait lancée, parce que cela signifiait que l'homme qu'elle avait humilié ne l'avait pas sauvée par conviction qu'elle le méritait, mais simplement parce qu'il était une meilleure personne qu'elle n'avait supposé. Elle demanda que Lucas soit retrouvé, non pas pour lui offrir son ancien poste, mais pour s'excuser auprès de lui directement en personne, sans caméra ni avocat entre eux. Élodie quitta la salle de conseil et descendit au plancher des opérations, où les techniciens terminaient encore les dernières étapes de la récupération, un endroit qu'elle visitait rarement depuis qu'elle dirigeait habituellement l'entreprise de bien plus haut à travers des rapports polis et des présentations soigneusement formulées. Ce qu'elle y vit, ce furent des ingénieurs épuisés, du personnel de nuit qui avait à peine dormi, et des équipes de support clients qui s'excusaient auprès des partenaires toutes les quelques minutes, juste pour empêcher les relations de s'effondrer complètement. Claire lui dit tranquillement que Lucas avait passé d'innombrables nuits tardives sur ce même plancher à corriger des problèmes sans jamais demander de paiement supplémentaire, prenant parfois même la responsabilité lui-même de plus petits échecs juste pour protéger de plus jeunes ingénieurs d'un blâme injuste. Rien de tout cela n'était jamais apparu dans aucun rapport que Maxime avait remis à Élodie au cours des 2 dernières années, et elle commença à comprendre que la véritable erreur n'avait jamais été Lucas Moreau. La véritable erreur était sa propre habitude de ne faire confiance qu'aux gens qui savaient parler le langage travaillé du pouvoir, tout en ignorant la compétence plus discrète de ceux qui faisaient simplement le travail sans demander de crédit. Elle rouvrit la dernière section de la lettre de Lucas, trouvant un court passage sans rapport avec la crise technique, où il avait écrit qu'il ne la haïssait pas, seulement qu'il était déçu qu'elle ait hérité du cœur de sa mère, mais choisit de parler avec la voix d'homme comme Maxime. Hélène Beaumont avait été connue dans toute l'entreprise pour écouter attentivement les ouvriers et les ingénieurs, et Élodie réalisa qu'en essayant de prouver sa propre force, elle était devenue exactement le genre de dirigeante froide contre laquelle sa mère s'était toujours battue. Un bref appel arriva sur le téléphone de Thomas de la part de la fille de Lucas, demandant simplement si son père était en sécurité, et Thomas répondit doucement qu'il allait bien et qu'il la rappellerait bientôt. Un petit détail qui rappela à tous ceux qui écoutaient que Lucas n'avait jamais été seulement une pièce sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. À la fin de cette longue journée, Élodie décida de convoquer une session d'urgence du conseil complet, déterminée à exposer toute la vérité publiquement plutôt que de protéger discrètement l'image de l'entreprise de la façon que Maxime aurait préféré. Dans cette session d'urgence, Maxime fit une dernière tentative pour se défendre, affirmant qu'Élodie avait été manipulée par un ancien conseiller aigri pour prendre des décisions imprudentes sous pression. Édouard Voss se joignit une fois de plus par vidéo, avertissant que si Beaumont ne signait pas dans la journée, il engagerait des poursuites et laisserait l'action de l'entreprise s'effondrer sous le poids de l'incertitude. Élodie, qui n'était plus la même dirigeante froide qui avait ouvert la réunion des jours plus tôt en traitant Lucas d'erreur, laissa Claire présenter l'ensemble des preuves, laissa Thomas confirmer l'authenticité de l'enregistrement, et laissa l'équipe technique expliquer exactement comment le contournement Moreau avait empêché le serveur de Voss d'obtenir jamais le contrôle. Maxime, acculé sans défense restante, tenta une dernière fois d'entraîner Élodie avec lui, rappelant au conseil que c'était elle qui avait licencié Lucas, elle qui l'avait traité d'erreur, elle qui avait ignoré chaque avertissement qu'il avait offert. Élodie ne se déroba pas devant cette vérité. Elle admit clairement devant tout le conseil qu'elle s'était trompée et que son véritable échec n'avait jamais été de faire trop confiance à Lucas Moreau, mais de ne pas lui avoir fait confiance assez tôt. Cette seule admission marqua le tournant de son caractère tout au long de l'épreuve. Une volonté d'accepter l'embarras public si cela signifiait protéger l'entreprise qui portait le nom de sa famille. Le Conseil vota pour suspendre Maxime immédiatement, mettre formellement fin à toutes les négociations avec Capital Méridien Voss et transmettre l'ensemble du dossier aux enquêteurs financiers pour un examen indépendant complet. Voss menaça de retirer chaque euro de financement promis par Colère, mais Claire présenta calmement une clause du contrat original d'Hélène, stipulant que si un partenaire tentait de s'emparer du contrôle par une défaillance système orchestrée, Beaumont conservait le droit d'annuler tous les engagements préliminaires sans pénalité. Claire expliqua qu'Hélène avait insisté pour écrire cette clause dans chaque accord de partenariat majeur après avoir vu une entreprise rivale être discrètement démantelée par une tactique similaire des années plus tôt, et que presque personne assis actuellement au Conseil n'avait jamais pris la peine de lire le document complet d'assez près pour se souvenir qu'elle existait. Le propre Conseil extérieur de Voss, à l'écoute de l'appel, resta silencieux pendant près d'une minute entière avant d'admettre qu'il n'y avait aucun chemin raisonnable pour contester la disposition sans exposer son client à une responsabilité bien plus grande que de simplement s'éloigner.
Maxime tenta une fois de plus d'argumenter que la clause ne pouvait pas s'appliquer à une situation qu'il avait lui-même orchestrée, comme si l'architecture de sa propre trahison pouvait d'une manière ou d'une autre l'exempter de la sauvegarde construite pour attraper exactement ce genre de trahison. Mais personne à la table n'entretint l'argument plus de quelques secondes. Claire ferma calmement son dossier et rappela au conseil que la même femme qui avait écrit cette protection dans le contrat avait aussi choisi de faire confiance à un ingénieur extérieur plutôt qu'à son propre département financier. Une décision qui venait de sauver l'entreprise 2 fois dans la même semaine, sans que personne dans cette pièce n'ait levé le petit doigt pour aider. Cette clause était la dernière sauvegarde légale que Lucas avait discrètement laissée à l'intérieur de sa lettre, prouvant qu'il n'avait pas seulement protégé les opérations de l'entreprise, mais avait aussi conçu une échappatoire au piège contractuel lui-même longtemps avant que quiconque ne réalise qu'un piège existait. Quand le conseil demanda à Élodie ce qui venait ensuite, elle regarda une dernière fois la lettre de Lucas et leur dit qu'avant toute autre chose, il devait ramener l'homme qui avait sauvé Beaumont, bien que pas en tant qu'employé se tenant sous quiconque dans l'entreprise. Lucas revint à la tour Beaumont le lendemain matin sans fanfare, portant la même veste simple qu'il portait toujours, le même sac usé de documents, son expression aussi ferme que le jour où il avait été jeté dehors. Cette fois, cependant, personne dans l'immeuble ne sourit à ses dépens, et le personnel de sécurité qui l'accueillit à l'entrée le fit avec un respect discret qui n'avait pas existé auparavant. Élodie le rencontra sur le plancher des opérations plutôt que dans la tour de verre au-dessus. Un choix délibéré qui lui dit qu'elle était enfin prête à le rencontrer là où le vrai travail de l'entreprise se faisait. Ses excuses n'étaient pas le genre creux et répété que les dirigeants offrent souvent pour la forme, mais une reconnaissance spécifique et honnête qu'elle avait refusé de l'écouter, avait laissé Maxime manipuler son jugement, et l'avait traité d'erreur devant des gens qui n'avaient jamais eu aucun droit de le juger. Lucas ne lui pardonna pas immédiatement, lui disant clairement qu'une excuse ne pouvait pas défaire 2 ans de dommages silencieux à sa réputation, ou les nuits qu'il avait passées à expliquer à sa fille pourquoi son père avait perdu son poste sans motif. Il précisa qu'il n'était pas revenu chercher de vengeance, mais parce que des milliers de personnes dépendaient encore de la stabilité de Beaumont, des gens qui n'avaient rien à voir avec les erreurs commises au-dessus d'eux. Élodie lui offrit un nouveau poste, directeur de l'intégrité des systèmes, un rôle portant une réelle autorité sur chaque décision touchant à la sécurité des systèmes et à la protection des données dans toute l'entreprise. Lucas n'accepta qu'à ses propres conditions, exposant exactement ce qu'il attendait en retour pour rester. Il lui dit clairement que son dossier personnel devait être publiquement corrigé, que Maxime et tous ceux liés au complot devaient en faire face à une enquête indépendante, que Beaumont devait établir un vrai fonds protégeant les ingénieurs qui osaient en signaler des fautes sans craindre de perdre leur emploi, et qu'elle ne pourrait plus jamais l'utiliser comme un symbole pratique pour couvrir les échecs de leadership. Élodie accepta chaque condition sans hésitation, et Lucas l'étudia un long moment avant de parler à nouveau, lui disant qu'il aiderait Beaumont à se remettre, mais que cette fois, elle ne l'avait pas engagé pour se taire. Elle l'avait ramené pour dire la vérité, qu'elle soit confortable ou non pour les gens au-dessus de lui. Dans les semaines qui suivirent, le groupe Beaumont System se sortit entièrement de la crise qui avait failli le mettre à genoux. L'accord avec Capital Méridien Voss s'effondra complètement. Maxime Lefort fit face à une enquête formelle qui dépouilla chaque défense sur laquelle il s'était appuyé, et Édouard Voss perdit sa chance d'acheter un empire de 900 millions d'euros pour une fraction de sa valeur. Les partenaires qui avaient un jour menacé de partir revinrent une fois qu'ils virent alors la nouvelle transparence que Beaumont avait intégrée dans ses opérations, faisant de nouveau confiance à l'entreprise non pas à cause de sa taille, mais à cause de l'honnêteté qui la guidait maintenant. Élodie convoqua une réunion à l'échelle de l'entreprise, diffusée en interne à chaque employé dans chaque entrepôt et centre de coordination dont l'activité dépendait. Et devant des milliers de travailleurs qui n'avaient jamais rencontré personnellement ni l'un ni l'autre, elle restaura publiquement la réputation de Lucas Moreau. Elle leur dit clairement que Beaumont n'avait pas été sauvé par le pouvoir de son conseil, mais par un homme qui avait choisi de faire ce qui était juste, même après que l'entreprise même qu'il protégeait l'ait insulté sans motif. Lucas garda ses propres remarques brèves, disant simplement aux employés rassemblés que chaque système porte des failles, mais que la faille la plus dangereuse de toutes est quand les gens deviennent trop fiers pour vérifier la vérité par eux-mêmes. Les enquêteurs confirmèrent plus tard toute l'ampleur de ce que Maxime avait construit pendant près d'1 an. Une accumulation lente de rapports altérés, d'accès nocturnes discrets, et d'une entente privée avec Édouard Voss qui était en mouvement bien avant que Lucas n'ait jamais lancé son premier avertissement. Maxime fit face à des accusations formelles liées à la fraude d'entreprise et à l'accès non autorisé au système.
et le fonds qu'il avait espéré enrichir grâce à l'effondrement de Beaumont vit plutôt sa propre réputation prendre le plus grand coup, tandis que d'autres entreprises réexaminèrent discrètement leurs accords avec Capital Méridien Voss et trouvèrent des schémas similaires cachés dans les petits caractères. Les ingénieurs qui avaient passé cette terrible semaine à réparer des entrepôts figés et des expéditions bloquées furent les premiers à recevoir une protection sous le nouveau fonds de signalement. Lucas avait insisté sur une sauvegarde modeste mais permanente, garantissant que la prochaine personne qui remarquerait une faille cachée n'aurait jamais à choisir entre rester silencieuse et tout perdre. Claire Dufour fut promue pour superviser la division de conformité élargie de l'entreprise, un rôle qu'elle aborda avec la même persistance discrète qui l'avait d'abord amenée à se souvenir d'une enveloppe non ouverte assise sur une table de conseil. Thomas Bertrand accepta un poste permanent aux côtés de Lucas. Les deux travaillaient enfin en plein jour, plutôt que sur des disques de sauvegarde et des appels téléphoniques nocturnes, construisant les traits sauvegarde qui n'avaient existé un jour que parce qu'un ami faisait assez confiance à un autre pour garder une copie que personne d'autre ne connaissait. La relation entre Lucas et Élodie s'installa dans quelque chose construit sur le respect mutuel plutôt que sur une chaleur immédiate, une tension discrète qui laissait de la place à un vrai partenariat sans se précipiter vers autre chose. Elle n'avait pas besoin de devenir autre chose tout de suite, parce que ce qui importait le plus était qu'Élodie avait changé de façon permanente la façon dont elle le voyait, et que Lucas avait repris sa place sans jamais abandonner son respect de soi pour l'obtenir. Dans le dernier moment silencieux de l'histoire, Élodie plaça sa lettre originale dans un simple cadre de verre au centre du plancher principal des opérations, avec une petite plaque en dessous disant que c'était la lettre qui avait sauvé Beaumont. Lucas la regarda un long moment avant de parler, lui disant doucement de ne pas l'encadrer comme un souvenir, mais de la traiter plutôt comme un rappel. Quand elle lui demanda exactement de quoi elle devait lui rappeler, Lucas répondit simplement que parfois la personne même que quelqu'un traite d'erreur se révèle être la seule encore assez courageuse pour les sauver d'eux-mêmes. Au-delà des murs de verre de la tour, le réseau mondial de l'entreprise brillait d'un vert stable sur chaque moniteur, suivant ses opérations à travers le monde. Preuve que l'empire autrefois estimé à 900 millions d'euros se tenait exactement là où il avait toujours été. À partir de ce jour, cependant, il ne fonctionnait plus sur l'orgueil, la peur ou le calme travaillé de gens qui prenaient le contrôle pour de la force. Il fonctionnait enfin sur la discipline simple et sans éclat de la vérité, portée discrètement par les gens mêmes qui l'avaient toujours maintenu debout en premier lieu, longtemps avant que quiconque dans un bureau de verre au-dessus d'eux ne le remarque jamais. Des années après cette nuit, les employés qui rejoignaient Beaumont longtemps après que la crise était passée entendaient encore l'histoire racontée dans les salles de pause près du plancher des opérations, généralement par quelqu'un qui avait vécu les 43 plus longues minutes de sa carrière et qui ne s'en était jamais tout à fait remis. Il montrait le petit cadre de verre près du centre de coordination, sa plaque légèrement usée par des années de mains curieuses qui l'avaient enfrôlé, et expliquait que l'homme de cette histoire n'avait jamais une seule fois élevé la voix pour regagner ce qu'il avait perdu. Ce qu'il avait fait à la place était plus simple et bien plus difficile à imiter. Choisir la compétence stable plutôt que le bruit, choisir la sécurité de sa fille plutôt que sa propre justification, et choisir la survie de l'entreprise plutôt que toute satisfaction qu'il aurait pu ressentir en la regardant s'effondrer sans lui. Élodie, de son côté, ne parla jamais publiquement des mots exacts qu'elle avait utilisés pour le renvoyer cette nuit-là, bien qu'elle les ait gardés assez proches pour s'en souvenir à chaque décision difficile qui suivit, les utilisant de la façon dont une personne garde une vieille cicatrice visible exprès, comme un rappel discret de la dirigeante qu'elle avait un jour été et qu'elle ne voulait plus jamais redevenir. En fin de compte, l'Empire survécut non pas à cause de la taille de son bilan ou de la confiance des gens qu'il avait un jour dirigés derrière des murs de verre, mais parce qu'un homme ordinaire avait refusé de laisser l'orgueil, le sien ou celui de quelqu'un d'autre, décider du sort de tous ceux qui dépendèrent du travail qui devait être fait correctement. Dans l'histoire d'Élodie Beaumont et de Lucas Moreau, il y a une vérité qui frappe droit au cœur. Parfois, la personne que nous traitons d'erreur, celle que nous écartons trop vite parce qu'elle ne porte pas le costume, parce qu'elle parle trop bas ou parce qu'elle refuse de jouer le jeu du pouvoir, est exactement celle qui porte en silence la clé de notre survie. Lucas n'a jamais crié. Il n'a jamais mendié qu'on le croie. Il a simplement fait ce qui était juste, même après avoir été humilié devant tous, même en sachant que sa fille l'attendait quelque part, même en sachant que personne ne le remercierait. Et c'est précisément cette dignité discrète qui a sauvé un empire de 900 millions d'euros.
Combien de fois, dans nos propres vies, avons-nous repoussé quelqu'un parce qu'il ne faisait pas le poids? Combien de fois avons-nous préféré le discours brillant de ceux qui savent parler plutôt que le silence de ceux qui savent agir? Élodie a appris, dans la douleur, que l'orgueil aveugle plus sûrement que n'importe quel mensonge. Elle a découvert que le vrai pouvoir n'est pas de décider qui reste et qui part, mais d'avoir le courage de reconnaître qu'on s'est trompé et de le dire à voix haute. Cette leçon nous appartient à tous. Elle nous rappelle que la compétence tranquille, la loyauté sans calcul et le respect de soi valent infiniment plus que les titres et les apparences. Ne laissez jamais votre orgueil vous priver de la personne qui pourrait, un jour, vous sauver de vous-même. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà connu quelqu'un comme Lucas dans votre vie, ou si vous avez un jour été ce Lucas, écrivez-le en commentaire. Dites-moi ce que cette leçon vous inspire. Et si vous voulez continuer à recevoir des récits qui parlent vrai, qui émeuvent et qui font réfléchir, abonnez-vous dès maintenant. Le prochain chapitre pourrait bien changer la façon dont vous regardez les erreurs de votre propre existence.